Bonjour Anas Kazib, Bonjour. tu es cheminot et syndicaliste Sudrail, militant à Révolution Permanente et par ailleurs ancien chroniqueur au sein de la mythique émission Les Grandes Gueules d'RMC. Première question tout de suite, qu'est-ce que c'est que ces appels à la grève à l'approche de Noël encore et quelles en sont les revendications? Bon, on n'est pas encore à l'approche de Noël, mais bon, moi, j'ai pas de problème à appeler à la grève à Noël pendant les vacances, où il n'y a jamais de bon moment de toute façon pour la bourgeoisie, le patronat, pour les grèves, et qu'elles sont souvent déjà les conséquences d'attaques, quoi. Et il faut en tout cas le voir comme ça, c'est-à-dire que et la grève, c'est aussi comment on fait mal. C'est aussi comment on essaye de toucher au portefeuille. C'est certes pour beaucoup d'usagers du rail un moment de départ en vacances, mais il faut le voir aussi d'un point de vue du patronat. C'est aussi un moment d'enrichissement incroyable. C'est-à-dire ce sont des billets à des prix exorbitants que nous on dénonce. Moi par exemple, je suis pour la gratuité de l'ensemble des transports, TGV, RER, TER. Moi je suis pour que dans ce pays, même d'un point de vue de transition écologique, on puisse permettre aux gens de pouvoir voyager d'un point A à un point B sans qu'ils aient à payer 100 balles, 120 balles. Parfois je vois même des prix de dingue, quoi. Tu penses que c'est possible, que c'est finançable? Bah oui, c'est largement finançable. Moi, bon, moi, comme tu l'as dit, je suis syndicaliste, mais je suis aussi militant à Révolution Permanente. C'est-à-dire que je prône aussi une société débarrassée de la barbarie du système capitaliste. Mais sans en arriver là, il y a déjà des économistes qui expliquent que quand on voit le coût du routier sur l'économie publique, quand on voit le coût du routier sur la santé, les maladies cardiovasculaires, les maladies liées à l'asthme, enfin tout ce qui peut exister, plus tout ce qui est réparation du bitume, péage, etc., etc. Si on prend toute cette grosse bulle qui est le coût du routier dans les finances publiques, on voit qu'on peut financer largement la SNCF. Ils estiment à peu près entre 25 et 30 milliards d'euros, d'accord? C'est quand même conséquent, mais en réalité, c'est une goutte à côté de ce que vaut et coûte le poids du routier, c'est à peu près 100 milliards dans l'économie française. Juste pour que les gens se disent, mais quelqu'un qui part en réanimation, qui a besoin d'une assistance respiratoire à l'hôpital, c'est quasiment 10 000 euros la journée. Donc il faut se dire qu'en fait, peut-être on ne le voit pas, on va se dire, ouais, mais peut-être le plein, l'essence, c'est pas que ça, c'est aussi ce que ça coûte quand des gens ont des traitements longs, parfois à vie, où en fait ça c'est nous qui payons, c'est-à-dire c'est la sécurité sociale, c'est les cotisations notamment salariales qui payent ça, c'est l'impôt des uns et des autres. Et donc c'est comment on déplace ce qu'on fait de l'argent public vers quelque chose qui est progressiste et qui permettrait la transition Oui. écolo. Et en vérité, on est même dans le sujet, parce que tu disais sur la grève, pourquoi on appelle à cette grève-là. Pour moi, il y a plusieurs choses qui sont assez centrales. Il y a la question de l'ouverture à la concurrence. Donc il faut savoir qu'à partir du 1er janvier, c'est des collègues dans les régions TER, notamment des Hauts-de-France ou encore en région PACA, qui vont basculer vers des filiales privées. Et puis c'est aussi 5000 salariés du fret Oui, SNCF. c'est la fermeture de Fret SNCF C'est au la 1er fermeture janvier. de fret SNCF qui est en réalité la SNCF historique, c'est-à-dire le chemin de fer français, il a commencé par les wagons comment dire, de marchandises, etc. C'est ça le ferroviaire. Le ferroviaire, avant d'être du voyageur, c'est de la marchandise. Et c'est fou de se dire que l'entreprise historique du chemin de fer français, en fait, elle est totalement liquidée. En plus, avec un truc assez incroyable, parce qu'on ne parle pas spécialement de plan social, mais on parle de plan de discontinuité. Voilà, donc on ne sait pas ce que ça veut dire discontinuité, mais la réalité, c'est que c'est un plan qui vise à la suppression de 500 emplois dans le fret SNCF et l'obligation de rétrocéder 30% des marchés les plus juteux que fait fret SNCF. Est-ce que- Je veux dire, je sais pas moi, vous prenez n'importe quelle entreprise et vous lui dites pour qu'elle puisse continuer à exister et à faire de l'argent, il faut qu'elle se sépare de 10% de ses salariés et qu'elle se sépare de 30% de ce qui est le plus rentable dans son magasin, son restaurant ou ce que tu veux. Alors pour toi, de quoi la disparition au 1er janvier de Fret SNCF est-elle le nom et est-ce que c'est le début pour toi de la privatisation simple de la SNCF? Bah, déjà, on est dans le début de la privatisation. Concrètement, c'est la première fois, on va avoir en tout quasiment 6000 salariés, c'est 1200 côté voyageurs et 5000 côté fret. Donc on va accélérer comme ça. Il va y avoir les lignes de Transilien dans la région parisienne qui vont bientôt basculer également dans les prochaines années aussi dans la privatisation. C'est déjà
pour moi, j'insiste sur ce terme-là de privatisation parce que souvent dans les médias mainstream, on parle d'ouverture à la concurrence. Il n'y a pas d'ouverture à la concurrence. Et souvent, on nous prend le modèle France Télécom avec Bouygues, Free, etc. Oui, il peut y avoir parfois par la concurrence que se font certaines entreprises, le fait de réguler et de baisser un petit peu les prix. La réalité, c'est qu'il faut voir que dans le ferroviaire, comme dans le bus pour les camarades de la RATP qui sont aussi concernés aujourd'hui par la privatisation, il n'y a pas de train supplémentaire. C'est-à-dire que quand tu es à Gare de Lyon, que tu attends le RER D pour aller à Melun, il n'y a pas un autre RER d'une autre compagnie avec un prix différent où tu es sur le quai, tu te dis non, je vais prendre l'autre compagnie parce que je gagne 1 euro sur le ticket. Non, ça va être le même matériel roulant, ça va être le même conducteur de train, sauf que le logo, il ne sera pas le même et ça va être Keolis, Transdev. Et pourquoi ils font ça? Pour casser les conditions de travail et de salaire. Ça veut dire que les acquis que tu as eus historiquement depuis 50 ans ou 100 ans de combat, tu ne les as plus, etc. Et c'est ça ce qu'ils veulent, c'est-à-dire faire plus de marge, plus de bénéfices par la dégradation des salariés. C'est souvent, on le voit déjà aujourd'hui, c'est une dégradation des services publics assez incroyable. Enfin, moi, je viens de venir chez vous en métro. Les métros sont totalement insalubres. Oui. Enfin, je veux dire, tu vois le temps En retard, d'attente, souvent aussi, ils sont fermé. les temps d'attente. Enfin, c'est fou, quoi. Là, on est fin de matinée. Je veux dire, les temps d'attente, c'était quasiment 7 minutes pour attendre un métro. Enfin, ça n'existait pas. Ça, avant le métro, tu l'attends 3-4 minutes maximum. Tu n'attends pas 7 minutes en pleine matinée. Tu vois, ça dit quelque chose de cette dégradation, des suppressions d'emplois. Parce que qui dit privatisation dit il faut dégraisser au maximum, comme ils aiment dire, dégraisser la masse salariale pour faire en sorte qu'avec moins de monde, tu essayes de faire la même chose. Tu vois, ou proposer une offre plus plurielle, peut-être plus conséquente. Dans l'entrée au capital de groupes privés au sein de la RATP ou de la SNCF peut-être permettre d'avoir une offre plus large encore de propositions de transport. Moi, j'y crois pas ça en fait, parce qu'il n'y a rien qui va vers la construction de lignes supplémentaires. Au contraire, dans la dernière décennie, ils ont fermé ce qu'on appelait les petites lignes, etc., tout ce qui n'était pas rentable. Donc tout ce qui n'est pas rentable avec la privatisation disparaît. C'est la différence avec le service public. Lorsqu'on a un service public, en fait, il n'est pas là pour être rentable. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si tu as une antenne de la CAF pas loin de chez toi, la CAF, elle n'est pas là pour se dire est-ce que combien j'ai de gens qui viennent à mon comptoir ou quoi que ce soit. En fait, le service public, il est celui-là. Pareil pour une annexe de mairie. On voit qu'à tous les niveaux, je veux dire même pour le trésor public, on voit comment tout ça a un impact sur nos vies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus par les mails. Faut savoir, pour avoir un ami qui est à la CAF, le traitement d'un document aujourd'hui à la CAF, c'est quasiment 9 semaines. C'est-à-dire, par exemple, si tu as besoin du paiement pour une partie de temps partiel, pour une garde d'enfant, pour ce que tu veux, pour un handicap, ce que tu veux, entre le moment où tu envoies le document et le moment où ils vont le traiter, il se passe quasiment entre 2 et 3 mois. C'est fou, c'est-à-dire que toi, pendant 2-3 mois, tu as un besoin financier, ça peut être une allocation familiale ou ce que tu veux, et ça n'existait pas. Parce qu'avant, tu allais au comptoir de la CAF, tu venais avec ta pièce d'identité, ton livret de famille, ce que tu veux, tu avais un bureau à côté, tu traitais, le lendemain, les virements, ils étaient faits sur ton compte. Tout ça, en fait, c'est la dégradation des services publics pour essayer de faire des économies et les refiler dans des CICE pour les patrons, etc. Donc pour toi, pardon, et je vais être schématique, dans ma question, la potentielle privatisation de la SNCF peut-être aussi donner un coup de pied au cul à la SNCF pour justement avoir moins de retard dans ses trains, peut-être prendre plus soin de son matériel, proposer une offre un peu plus plurielle de son offre. Non, c'est pas ce que j'ai dit, peut-être où je me suis fait mal comprendre. Non, je pense qu'au contraire, c'est moins de services. La dégradation, la privatisation, c'est moins de services. On va mettre l'argent là où on en gagne. Et ça va être aussi des prix qui vont être exorbitants. Je veux dire, on a vu qu'au fur et à mesure, déjà la SNCF, aujourd'hui, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec le modèle économique que propose la SNCF, c'est-à-dire où au final, on tord les usagers qu'on qualifie maintenant de clients, alors que moi j'insiste sur le fait que c'est des usagers du rail parce que je considère que c'est un service public, mais que oui, on tord le coût des gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Eh ben oui, quand le train il est vide, on va te proposer le TGV à 30 ou 40 euros. Mais quand on sait que c'est vendredi à 18 h, etc., ou que c'est 2 jours avant les vacances, on va te mettre des billets une blinde. Moi, j'ai un ami qui vient d'acheter les billets pour sa famille. Il en a eu quasiment pour 600 euros. Moi, j'arrive même pas à concevoir. Mais c'est parce que la qu'on SNCF paye. a le monopole sur le marché aussi. C'est peut-être pour Mais ça c'est aussi pas parce que c'est un monopole, parce que Trenitalia, par exemple, Oui. qui a une partie de tronçon côté ligne sud-est, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Les prix ne sont pas différents. C'est pas vrai en fait. Le ferroviaire, il faut comprendre, ce n'est pas fait pour faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Nous, on n'est pas là pour que des patrons ils s'enrichissent et des actionnaires s'enrichissent. Nous, on est là pour que l'argent qui est dédié au service public, d'accord, ils servent entretien des voies, augmentation des salaires, amélioration des offres, etc., etc. Comment on réduit les retards, c'est aussi l'investissement dans le rail. C'est comment en fait tu fais en sorte que le matériel il soit moins dégradé, moins insalubre, etc. Là aussi, beaucoup d'usagers, comme tu dis, voient que les trains sont toujours en retard, qu'il y a toujours des malformations. Voient, dans et les la trains. réalité, c'est que on Mais voit, qu'il y a comme on toujours dit, cette fameuse expression, on voit toujours les trains en retard, jamais ceux qui sont à l'heure. La réalité, c'est que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas vrai qui dit service public. C'est pas, on n'est pas, c'est pas, je sais pas quoi. Enfin, on reste des travailleuses, des travailleurs. Il peut y avoir aussi des conséquences parfois, je sais pas moi, si tu as une vague de grippe ou autre et qu'il y a une incidence sur les salariés présents et que parfois, bah, si tu as un conducteur qui est malade, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, le train qui devait conduire, va bien falloir trouver une solution. Soit si tu arrives à trouver quelqu'un qui veut bien répondre comme ça au tac au tac pour remplacer, sinon tu vas le supprimer. Bon, je veux dire, on n'est pas des super-héros non plus parce que c'est le service public. Je te donne un exemple très simple. Bouygues Télécom, c'est pas le service public. On a eu un problème de fibre. On a attendu 2 mois pour avoir la fibre optique chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bouygues Télécom. C'est une entreprise privée qui fait des bénéfices, etc. Ben, je ne sais pas. Vu qu'il diminue les techniciens, vu que c'est sous-traité, etc., il fait par priorité de marché. Peut-être il y a un marché plus intéressant dans lequel il a voulu mettre ses techniciens. Et puis, ben, toi, tu es dans un quartier populaire. Il se dit, moi, j'en ai rien à taper que dans le 93, on remette à tel endroit la fibre optique. Il va attendre le moment où on sera dispo. Et ça, c'est concret, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, je sais pas moi, ils vont acheter une machine à laver chez Darty, ils vont acheter un truc à la Fnac, ils vont se retrouver avec des galères de SAV, ils vont se retrouver avec des produits, ils vont dire mais moi j'attends un produit, ça fait 8 semaines, on me renvoie pas mon PC portable, j'ai besoin de travailler avec. Je veux dire, les problématiques, elles sont pas le fait d'être un service public. Voilà. Contrairement aux idées reçues. Voilà. Et souvent, mais souvent parce que voilà, tu sais, t'es dans la santé. Tu vas à l'hôpital, tu prends un train, etc. Je sais pas, on pense que ça y est parce que c'est le service public. Les gens, ils se tournent les pouces ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, tu vas dans des. C'est bien que tu démontes dans des urgences, les gens, c'est saturé. La personne, ils sont pas nombreux en salle. Ils font des 12 heures de service. Je veux dire, il faut aussi comprendre ça. Et les gens, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que la SNCF, elle veut privatiser, mais avec des salaires où c'est ridicule. Moi, je veux dire, mon salaire de base, il est à 2018 euros. Tu vois, 2018 euros, j'ai 13 ans de chemin de fer et j'ai un bac plus 2. Bac plus 2, qui gagne en salaire de base brut 2018 euros? Je veux dire, ça n'existe pas. Avec 13 ans d'ancienneté. En 3-8, avec, je veux dire, j'ai la vie de mes collègues entre les mains, j'ai la vie de voyageurs, d'agents de travaux. C'est ça la vie aussi des cheminots. C'est une nécessité. Je veux dire, moi, je ne bois pas d'alcool. Mais tu n'as pas le droit, par exemple, si demain, toi, tu bois de l'alcool et que tu as un anniversaire et que le lendemain, tu travailles, eh ben, tu n'as pas le droit de fêter l'anniversaire ou le mariage, etc. Il va falloir que tu t'autodisciplines parce que tu sais que le lendemain, tu vas être en service. Parce que dans ton métier, tu ne peux pas avoir une seule gouttelette d'alcool qui reste dans le sang avant ton truc. C'est-à-dire que c'est aussi des demandes, des choses, des pressions de ce service public-là pour que ça soit en toute sécurité, en qualité. Il y a des pressions. Il y a des pressions dans le service public encore. Ben, toujours. Enfin, je veux dire, ils font un management façon privée aujourd'hui. La SNCF? Mais bien sûr, la SNCF, la RATP. Donc, là, tu es en train de me dire que la SNCF et la RATP exercent des pressions psychologiques. Le premier concurrent de la SNCF, c'est la SNCF. Et le premier concurrent de la RATP, c'est la RATP. Je veux dire, c'est simple, je te donne un exemple concret. La RATP, il y a dans l'ouverture à la concurrence du bus qui commence dès 2025. Les 2 premiers appels d'offres
des dépôts de bus qui vont basculer de la RATP, ils vont aller à qui? À la filiale de la RATP, d'accord? Cap Île-de-France. Donc en fait, la RATP, elle va récupérer ses salariés, son matériel, avec quoi? Une dégradation des conditions de travail et de salaire. Et elle va garder la même exploitation, elle va garder la même rentrée financière, etc. C'est incroyable. Donc, la SNCF, c'est pareil. La SNCF, c'est 1400 filiales quasiment. 1400 filiales. C'est un grand groupe. La SNCF, ils participent au métro à Dubaï, ils sont en train de faire des trucs à Boston, etc., en Angleterre. Enfin, je veux dire, ils ont des filiales qui engrangent des milliards parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une expérience. On envoie des ingénieurs, des agents de maîtrise de la SNCF en France au Maroc, pour les lignes à grande vitesse au Maroc, par exemple. Tu vois. Je résume, la RATP et la SNCF se remplissent les poches sur le dos des cheminots. Sur le dos des cheminots et sur le dos des usagers des transports publics aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Là, on est en pleine négociation annuelle. Tout à l'heure, on parlait de la grève, mais il y a la question de l'ouverture à la concurrence, mais il y a aussi la question des salaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir les négociations annuelles obligatoires le 20 novembre prochain et on est déjà en train d'annoncer que ça sera une année blanche. Alors qu'on a eu une année JO où la SNCF elle-même fait ses propres communiqués en expliquant qu'elle a fait encore plus de ventes de billets. Vous savez, pour notamment, la compétition n'était pas qu'en région parisienne, elle était aussi dans différentes villes, que ce soit pour le foot, le rugby ou des choses comme ça. Donc il y a eu une hausse des ventes de billets de TGV, c'est-à-dire une hausse de la rentrée d'argent. Mais derrière, on t'explique que ça sera une année blanche en pleine période d'inflation où pour les gens, c'est très difficile de pouvoir boucler la fin de mois, où ils voient l'électricité augmenter, toutes les charges qu'on avait dans nos vies, je veux dire, ont doublé, voire triplé, même plus parfois aujourd'hui, quoi. Éric Ciotti, à droite, mais pas que lui, veut tout simplement interdire les grèves à l'approche de Noël. Est-ce que c'est là aussi le début de quelque chose pour toi ? Ciotti, Bruno Retailleau, ils ont toujours évoqué ça parce que la réalité, comme je dis, moi, les bourgeois, ça les emmerde la grève tout court. C'est pas, je veux dire, tu fais grève le lundi, pourquoi tu fais grève lundi? Les gens ils vont au travail. Tu fais grève vendredi, pourquoi vendredi, etc. Je veux dire, ça fonctionne jamais. Et puis là, il y a le bac, et puis là, il y a le brevet, et puis là, il y a le salon de l'agriculture, et puis là, il y a tu vois, c'est toujours, on trouvera un prétexte. Enfin, je veux dire, les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les ponts. Enfin, à quel moment, en fait, ils veulent qu'on fasse grève quand ça dérange strictement personne? Et je veux dire, la grève, c'est un rapport de force. Et il faut arrêter d'avoir peur avec ça. C'est un acquis social aussi. Ils n'en ont rien à taper. Je veux dire, on va parler après des plans sociaux, mais ils n'en ont rien à taper, même quand ils font des bénéfices records, à licencier en fait et à sourire à la télé en disant qu'ils s'en fichent, ils vont licencier parce que c'est la concurrence, parce que ceci, cela. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, mouvement ouvrier, on devrait en fait être rechigné à ça. Non, la grève égale bloquer le maximum, frapper au portefeuille les patrons. On n'a pas de gaieté de cœur d'empêcher les gens d'aller à Noël ou quoi que ce soit, je veux dire par là. Mais la réalité, c'est qu'il faut voir qu'il y a une dégradation des conditions de travail et de salaire des cheminots, il y a une dégradation de ces services publics qui va avoir un impact et qui a déjà un impact concret. Si tu prends des gens qui prenaient le TGV il y a 10, 15 ans et qui le prennent aujourd'hui, mais le prix n'a rien à voir. Parce qu'on a fait quoi? On a recopié le modèle. C'était Guillaume Pépi à l'époque, ancien président. Il s'était inspiré du modèle de l'aérien, Qatar Airways, Fly Emirates, Air France, etc. C'est-à-dire qu'en fonction de la date et à quel moment tu prends ton billet aujourd'hui, le prix, il n'a rien à voir. Et nous, on est contre ça. Parce que moi, quand tu prends le TGV la veille des vacances ou le lundi pour aller au boulot, mon salaire, il n'augmente pas. Le coût du TGV, il n'augmente pas. Il faut le comprendre, ça. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation d'un prix? Il faut qu'il y ait un surcoût de quelque chose. On peut accepter de payer quelque chose supplémentaire parce qu'il y a un coût supplémentaire. C'est une logique pure et simple de profit. Le Paris-Marseille du 1er janvier et le Paris-Marseille du 15 février ou celui du 24, la veille de Noël, ce Paris-Marseille-là, il ne coûte pas plus. Mais la question, c'est est-ce que Éric Ciotti a compris ça? Mais Éric Ciotti le comprend très bien. Et ce qu'il comprend surtout, c'est que la SNCF, c'est une digue pour la classe ouvrière de manière générale. Dans l'imaginaire et dans l'esprit de beaucoup, quand la SNCF se met en grève, c'est
quelque chose qui va avoir un impact. Et ça donne du moral aussi. Parce que c'est pas vrai, hein. Souvent, on voit dans les micro-trottoirs, tu as toujours le bourgeois qui dit « Ah, machin, j'en j'ai ai pas marre, réussi à… ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui. Parce que la réalité, c'est que les classes populaires, en grande majorité, elles ne peuvent plus voyager, elles ne peuvent plus se permettre d'aller en vacances. Je veux dire, je connais aucune femme de ménage qui a 3 enfants, qui est précaire, pouvoir aller payer 600 balles de billets aller-retour TGV pour aller à Bordeaux, à Marseille ou je ne sais où. Ça, c'est totalement faux. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui peuvent… alors oui, on dira toujours qu'il y a des offres, il y a des trucs, il y a des nouvelles promos. C'est dans des périodes bien précises, à des horaires bien précis. C'est jamais dans les TGV pour le prendre de temps en temps. Tu vois, qui prend le TGV? C'est des gens qui sont souvent des cadres sup, etc. Tu as de plus en plus de gens qui vont vivre à Nantes, au Mans, à Bordeaux. Ils prennent le TGV à 7 h du matin, ils arrivent Paris-Montparnasse, 9 h, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est réglé, le soir ils rentrent et c'est des gens qui bossent sur leur ordi. C'est pas des prolos, c'est pas un mec du bâtiment, un maçon ou une femme de ménage. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que justement la grève, c'est le symbole d'une France qui est irréconciliable pour toi? Bah, moi, je sais pas c'est quoi… Avec un discours médiatique qui, justement, et tu prenais l'exemple des micro-trottoirs avant, qui tend un peu à taper peut-être facilement sur les grévistes et sur la grève qui est un acquis social. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les gens qui tapent sur les grévistes, c'est les médias qui appartiennent à des milliardaires qui n'ont aucun intérêt à ce que la grève elle soit populaire. Moi, je rappelle quand même que malgré tous ces médias, malgré les Bolloré, Bernard Arnault et compagnie, je veux dire, il y avait 94% d'actifs qui étaient opposés à la réforme des retraites et qui soutenaient le mouvement de grève. Je veux dire, même à un moment donné, je crois, au cœur de la mobilisation, un tout petit peu avant le 49.3, il y avait de mémoire un sondage Elab où il y avait plus de 70% de la population qui était pour le blocage de l'économie. T'imagines quoi? Je veux dire, des gens, ils sont pour qu'à un moment donné, t'en découtes pour de vrai avec le système. Tout le monde voit ça. Et ça a des conséquences en fait directement. Donc oui, les médias, ils essayent de taper. Les raffineurs, ils se mettent en grève, les cheminots, etc. Mais même quand les gilets jaunes, qui étaient souvent des caristes, etc., des gens très précaires, on les a défoncés. Je veux dire, qui ne s'est pas fait défoncer comme secteur d'activité? Je veux dire, même j'ai vu un ouvrier il n'y a pas très longtemps là, qui est passé sur un plateau, un ouvrier de Michelin, mais même à lui, on lui explique que faire grève, c'est mauvais, etc., etc. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on a des gens qui, même au mieux du mieux, quand ils se sentent acculés, qu'ils voient qu'il y a une tension sociale, essayent un peu d'avoir un peu d'empathie, vraiment avec beaucoup, beaucoup de guillemets. Mais dès qu'il s'agit de solutions et de stratégies, c'est-à-dire par la grève, tout de suite, les éditorialistes bourgeois, ils ressortent leur carte, hop, 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 carton rouge. Ah non, 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 là vous imaginez, vous allez encore plus enfoncer le chiffre d'affaires de l'entreprise, vous allez encore plus licencier. C'est-à-dire que toi, tu es menacé de licenciement. Et on te dit, ne fais rien du tout, parce que sinon, à cause de toi, pas à cause du patron, d'accord? Le patron, il a pris des milliards de bénéfices, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi qui va essayer de défendre chèrement ta vie, qui va essayer de se battre pour mettre à manger dans l'assiette de tes gamins, remplir ton frigo. C'est toi qui es responsable. Je veux dire, ça dit quelque chose. Donc, je pense qu'il faut faire attention entre l'effet propagande médiatique où on essaie de taper les gens. Après, il peut y avoir aussi des choses qui disent des limites d'une forme de syndicalisme corporatiste que moi je dénonce. C'est-à-dire que oui, je pense que les cheminots, dans cette période-là, ne doivent pas se préoccuper uniquement de l'ouverture à la concurrence à la SNCF, ne doivent pas se préoccuper uniquement de la question des salaires à la SNCF. Je pense qu'aujourd'hui, c'est avec cette histoire de plans sociaux et plus largement avec la retraite, avec l'assurance chômage, je pense que c'est l'histoire de la lutte de classe qui est en train de se jouer aujourd'hui et que c'est une bataille du tous ensemble. Je pense que demain, la question des plans sociaux pour Michelin, pour Stellantis, Valeo, la question de l'ouverture à la concurrence du fret SNCF ne peut pas se régler de manière catégorielle. Ça ne peut pas se régler de manière isolée. Et peut-être que oui, par faute et par stratégie que moi je dénonce d'une forme de bureaucratie syndicale qui cherche à rester dans le corporatisme, je pense que oui, quand il y a des gens qui sont plus en galère que toi et que tu as des médias qui utilisent ces brèches-là, eh ben, c'est mauvais. Et je pense qu'on devrait avoir un discours plus hégémonique, un discours plus rassembleur, plus d'unité en disant nous, en tant que cheminots, on veut se battre contre l'ouverture à la concurrence, mais on veut se battre aussi pour on va parler de Champ et Michelin dans un instant, mais avant ça, toujours, le patron du groupe Droite républicaine à l'Assemblée, Laurent Wauquiez,
a annoncé dans le JT de TF1 une revalorisation des pensions dès le 1er janvier et non pas au 1er juillet. Est-ce que ça, pour le coup, au moins, on peut l'applaudir? Bah déjà, je ne vais pas applaudir Laurent Wauquiez parce que pourquoi pas? Je ne vais pas applaudir Laurent Wauquiez parce que pour moi, d'une part, il y a des contradictions énormes dans le gouvernement Barnier. C'est un gouvernement qui peut sauter à tout moment et je pense qu'il peut sauter très rapidement dans la période s'il y a justement un mouvement social de masse. Je pense que s'il y a… C'est le gouvernement qui sera le premier à sauter aussi rapidement, mais je veux dire, mais parce que c'est un gouvernement qui est totalement fragilisé. L'agonie du macronisme continue, je veux dire, les choses ne sont pas réglées. Les problèmes de ce qu'on peut qualifier de crise de l'impérialisme français, on les voit par exemple avec les dernières tensions diplomatiques entre la France et Israël, etc. Où je veux dire, il n'y avait pas ce niveau de tension, c'est-à-dire que la politique ici en France et l'État français est fragilisé et en difficulté. Donc oui, de temps en temps, ce qu'ils essayent de te reprendre de la main droite, ils essayent de te faire semblant qu'ils t'en redonnent un peu de la main gauche. Après, pour moi, sur ce que fait Laurent Wauquiez, ça montre qu'il a fait un coup politique, déjà d'une part, c'est-à-dire que c'est assez fou que c'est un représentant d'un parti politique minoritaire, je crois qu'ils sont une quarantaine de députés, qui fait l'annonce officielle au JT de TF1 des mesures que va annoncer le gouvernement. Et c'est clair et net que Barnier est dans le coup. Donc moi, je pense que on a fait une petite passe D, comme on dit, à Laurent Wauquiez pour qu'il puisse être l'annonciateur de bonnes nouvelles. Être monsieur, lui, il n'est pas mouillé avec Macron, d'accord, parce qu'il est intelligent là-dessus. Il ne se mouille pas avec Macron, mais en même temps, il est complice de la politique et il a un droit de regard jusqu'à réussir à obtenir l'officialisation d'une annonce que lui va même faire. Et puis comme ça, en 2027, elle est belle. Tu apparais comme celui qui, la seule fois où on l'a vu à la télé, c'était pour nous annoncer qu'on allait revaloriser les pensions. Pour moi, la réalité, c'est la fragilité, le fait qu'il y a la crise autour de la réforme des retraites de 2023, même si ça a été une défaite, a laissé beaucoup de dégâts. Moi, à l'époque, je parlais de victoire à la Pyrrhus. Tu sais, c'est une victoire à la Pyrrhus pour les gens qui nous regardent. C'est en gros, même quand tu as gagné, elle t'a causé beaucoup de défaites. D'accord? C'est-à-dire que Macron a certes gagné, mais l'impact politique, la résistance du mouvement vrai à ce moment-là a effrité l'image du macronisme. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, on voit qu'ils sont obligés de rediscuter la réforme des retraites. Ils sont obligés de voir comment… pour toi, la revalorisation, c'est un coup d'épée dans l'eau, en gros. Non, mais c'est bien ce qui va être revalorisé, mais ce n'est pas à hauteur de ce qui va se faire parce qu'il y a quasiment un semestre qui, en fait, au 1er janvier, il revalorise pour tout le monde et déjà, c'est que la moitié, ça ne suit pas l'inflation et à partir de juillet, il va revaloriser à hauteur de l'inflation uniquement pour les personnes qui sont, je crois, en dessous du SMIC. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au-dessus du SMIC, par exemple, qui ont juste… Ils dépassent même du SMIC 100 balles ou 150 balles, tu vois, qui sont déjà des petites retraites. Ils n'auront pas de revalorisation à hauteur du SMIC comme ils devaient l'avoir, comme ils l'ont eu les années précédentes. C'est-à-dire que ils font quand même, autour des pensions de retraite, ils font de mémoire quasi 3 milliards d'économies. Alors oui, ils vont reverser 800 millions d'euros, d'après les estimations du ministère de l'économie, mais ils font 3 milliards d'économies. C'est du pinaillage, quoi. Moi, j'aurais préféré que les 4 milliards dédiés aux pensions des retraités, elles soient versées. Et je n'ai pas besoin ni Wauquiez, ni rien. Envoie-nous même une carte postale si tu veux, ou une petite brève dans l'AFP. Il n'y a pas besoin, je veux dire. Demandez à n'importe quel retraité, vous préférez quoi ? Récupérer l'intégralité de l'augmentation de vos pensions à hauteur de l'inflation, d'accord, sans aucune annonce, ou est-ce que vous préférez le cinéma de Wauquiez et il vous file même pas la moitié de votre dû? Je pense que la réponse, elle est vite vue. La question est vite répondue, comme dit l'autre. Alors, et c'est pour ça qu'on te reçoit. Auchan et Michelin annoncent simultanément des milliers d'emplois supprimés. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, dit que le pire est à venir, avec possiblement Airbus par ailleurs bientôt. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Moi, je pense que c'est ce que je disais notamment par rapport à la SNCF. Déjà, c'est un scandale. Oui. C'est un scandale sans précédent. Je veux dire, il faut savoir que par exemple, Michelin a fait quasiment 2 milliards de bénéfices
durant le premier semestre 2024, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31, le 31 juin 2024, ils ont fait 2 milliards de bénéfices. Stellantis, de mémoire, je crois que c'est 9 milliards de bénéfices sur le premier semestre. Les Michelin, dans la dernière décennie, c'est presque 17 milliards de bénéfices nets qu'ils font. Je veux dire, ils ont engrangé des milliards de profits qu'ils ont reversés quelques miettes par moment à des salariés pour éviter que ça parte dans des blocages, des grèves, etc. Et aujourd'hui, ils se servent de la situation pour décimer des emplois. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que pour moi, il faut voir ces plans sociaux-là dans la conjoncture globale, c'est-à-dire d'une période très autoritaire, d'accord, une période de reflux, où on a un patronat qui se sent plus à l'aise parce que, je disais, victoire à la Pyrrhus de Macron, mais c'est quand même aussi une forme de défaite, c'est-à-dire qu'on voit depuis la fin des grèves des retraites, il n'y a pas eu de mouvement important, alors que précédemment, on était dans un pays dans lequel, je veux dire, il y avait parfois 1 à 2 mouvements chaque année, et gilets jaunes, et réforme des ferroviaires, et puis réforme des retraites par points de Levoix, etc. Je veux dire, il y a eu des grèves et des mouvements en permanence. On a eu l'année 2023-2024 qui est une année d'atonie, de reflux, de scepticisme, de fatalisme. Et le patronat profite de ça. C'est-à-dire que quand tu essayes de créer des cimetières d'emplois, c'est aussi pour créer de la peur dans la classe ouvrière. Ça veut dire, sans le dire, fermez tous vos gueules. Parce que, mais pourquoi? Voilà ce qui va vous arriver. Regardez ce qui se passe à Michelin, regardez ce qui se passe chez Valeo, chez Stellantis, etc. Ça veut dire qu'en fait, on veut profiter de la séquence pour supprimer des emplois, augmenter les cadences. C'est toujours ça. C'est toujours, en fait, on augmente les cadences, on augmente la productivité sur le dos de la réduction de la masse salariale. Et que ce n'est pas juste… Pourquoi pour moi c'est éminemment politique? Parce que de toute façon, la fermeture d'une usine, d'une entreprise, elle a des conséquences globales, elle a des conséquences sur ta famille. Je veux dire, le plan social, le licenciement, il vient dans ton canapé, il vient dans ton lit, il vient dans ton rapport avec tes enfants. Parce que quand tu as 50 balais, que tu viens de passer 30 ans chez Michelin, tes enfants, tu ne les regardes plus de la même manière. Parce que tes enfants, tu te dis, moi je ne peux même plus offrir un jouet à mon gosse. Et tu ne parles plus à tes enfants. Et ton gosse, il te dit, papa, est-ce que tu peux m'aider pour les devoirs? Et tu lui dis, laisse-moi tranquille. Et ta femme, elle te dit, est-ce que tu nous fais à dîner? Et tu lui dis, laisse-moi tranquille. Parce que tu n'as plus envie de parler avec elle. Parce que tu te dis, moi, je suis une merde maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai peut-être qu'un certificat d'études ou le brevet des collèges ou un bac pro, machin. J'ai rien à écrire dans mon CV à part ça fait 30 ans que je fabrique des pneus. Je sais rien faire d'autre, moi. On m'a expliqué que je savais rien faire d'autre. Et qu'à 50 ans, personne ne va me reprendre avec mon ancienneté, mon expérience, etc. Et c'est pour ça que c'est des cimetières d'emploi, c'est de l'impact directement sur la vie, c'est des suicides, des divorces. Il faut regarder les Goodyear, cette usine à Amiens qui avait fermé, c'est des dizaines de suicides. Et pas de réponse là aussi. Et c'est des gens qui finissent à la rue, qui deviennent SDF, qui tombent malheureusement dans l'alcoolisme, dans les drogues, etc. parce qu'ils pètent un câble. Et c'est aussi quelque chose que c'est récupéré une organisation politique qui s'appelle le Rassemblement national et l'extrême droite de manière générale, c'est les crises et c'est la détresse et le désarroi des gens. Et quand les gens ils sont au fond du trou, qu'il y a un patron qui les a licenciés, plutôt que de leur parler du patron qui vient de faire des bénéfices et qui les a licenciés, le discours de l'extrême droite, c'est de dire regarde Mamadou et Karim, regarde eux comment ils profitent du service public pendant que toi, Jean-Pierre, Jocelyne ou ce que tu veux, tu es en train de douiller, ça ne va pas dans ton foyer. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste la lutte contre des plans sociaux, mais il faut avoir une stratégie d'unité de la classe ouvrière et il faut aussi, les directions syndicales, on n'attend pas de la dénonciation des directions syndicales, on attend un plan de bataille clair, on attend une stratégie de combat, on attend un programme de combat, on devrait imposer l'interdiction des licenciements face à ça. Et je pense que tous les travailleurs, ils seraient là-dedans. Et le Rassemblement national, il ne demande pas l'interdiction des licenciements. Il y a un moratoire qui a été proposé sur l'interdiction des licenciements. Mais c'est de la merde ça. J'ai vu Sophie Binet à France Info récemment qui parle de moratoire, qui parle même de chômage partiel. C'est-à-dire pour pas faire, et je le dis à Sophie Binet et à tous les dirigeants syndicaux et à tous les militants qui vont écouter cette vidéo, c'est dangereux ce qu'elle dit et c'est problématique politiquement. Parce que faire reposer les licenciements, les plans sociaux, c'est-à-dire les attaques du grand patronat contre les ouvriers, le faire reposer sur l'argent public, c'est quoi le chômage partiel? C'est creuser la dette, c'est-à-dire c'est socialiser les pertes comme on dit pour privatiser les profits, pour que les patrons ne payent pas. Non, moi je suis pour qu'ils casquent
jusqu'au dernier centime. Tavares, le patron de Michelin, etc., c'est à eux de cracher l'argent parce qu'ils ont su s'augmenter les années précédentes. Ils ont su redistribuer, je crois, Stellantis, c'est presque 7 milliards qui ont été redistribués aux actionnaires. Et tu sais qui sont les plus grands actionnaires de ces groupes-là? C'est toujours les familles. Ceux qui ont les plus grandes parts, quand on parle d'actionnaires, attention, hein, c'est pas alors on va te parler du petit actionnaire qui a mis un jour 50 balles dans sa vie et qui espère compléter sa retraite. Ça, c'est un épiphénomène. La grande part du capital dans ces entreprises-là, les actionnaires, c'est les familles qui les ont, c'est les propriétaires. Il y a un film que j'adore, moi, que beaucoup peut-être ont vu, c'est Loup de Wall Street. Oui. Avec Leonardo DiCaprio. Comment Leonardo DiCaprio se retrouve à être attaqué par le FBI, etc. C'est parce qu'ils ont spéculé, d'accord, pour faire augmenter et revendre les actions qu'ils avaient parce qu'ils détenaient une grande majorité des actions. Et c'est ni plus ni moins que ça, la finance et l'actionnariat. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, même sur les licenciements, ça spécule aussi. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, pour moi, il faut absolument exiger l'interdiction. Le moratoire sur le licenciement, c'est de la spéculation pour toi. Du coup, c'est tourner autour du pot. Mais pour moi, le moratoire, c'est éviter de répondre au rapport de force. C'est esquiver le rapport de force. Ouais. Macron est au courant. Barnier savent ce qu'ils font. Ils donnent du CICE. Ils ne veulent pas toucher à la poche du grand patronat. Ils ne veulent pas taxer les riches, etc. Ils ne veulent pas faire tout ça. Tout ce qui a été dit. La seule chose qu'ils connaissent, ces gens-là, c'est le rapport de force, c'est la grève. Et moi, je considère que pour unir tout ça, il faut d'une part, pour le dire synthétiquement, un plan de bataille qui aille de la SNCF en passant par la RATP jusqu'à Michelin, jusqu'à la travailleuse de la santé, de l'hôpital Beaujon. Il faut un plan de bataille de la classe ouvrière contre la situation qui est en train de se passer. Il faut exiger les augmentations de salaire pour tous, d'accord ? Exiger à minima l'interdiction des licenciements, c'est-à-dire interdire et empêcher qu'on licencie. Encore pire, quand je dis, quand on vient de faire 9 milliards de bénéfices dans le premier semestre, je veux dire, c'est totalement scandaleux. Et là, la gauche politique, sociale, associative, comme on dit, elle a un rôle central à jouer, c'est-à-dire de montrer que quand l'extrême droite est du côté de Barnier, va voter le budget, etc., nous, on est là. Le mouvement ouvrier peut s'organiser, peut se coordonner pour faire face à ça et ça changerait la donne. Anas, plus succinctement, car on arrive doucement à la fin de cette interview, j'aimerais savoir comment tu as participé d'une façon ou d'une autre à l'interdiction de la promotion du livre de Jordan Bardella dans les gares. Quelle a été la stratégie ? Écoute, c'est assez simple. En fait, il y a un journaliste de Libération qui s'appelle Tristan Berthelot, de mémoire, qui a fait un post Twitter par rapport à un article sur la sortie du livre de Jordan Bardella et notamment dans son article, moi j'ai appris que la SNCF, Média Transport, d'accord, c'est-à-dire l'entreprise qui gère la publicité dans les gares, etc., allait participer à la promotion du livre de Jordan Bardella. On se souvient tous l'interdiction par exemple de l'affiche de Walidia parce qu'il avait des tatouages où il dénonçait Emmanuel Macron. On a interdit un spectacle d'un humoriste, je veux dire, autour de ça, alors qu'on nous parle souvent de liberté d'expression, tout ça. Et on a le président d'un parti d'extrême droite, d'accord, qui va bénéficier de l'espace des gares, etc., où il y a des millions de personnes pour pouvoir faire la promotion d'un livre, qui est un livre, sans même le lire, il n'y a qu'à voir les discours qu'il dit au quotidien, anti-immigrés, xénophobes, racistes, islamophobes, tout ce qu'on veut. Et il est hors de question, pour moi, je me suis dit, il est hors de question que nous, on accepte ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est que pour vous, les gares, ce sont l'endroit dans lequel vous allez de votre domicile à votre lieu de travail ou au cinéma ou quoi que ce soit. Nous, c'est notre lieu de travail. D'accord ? Nous, on passe 8 heures dans ces endroits-là. Ouais. C'est notre lieu de travail. Ouais. Et devant la tronche de Jordan Bardella. Mais Jordan Bardella, tu n'as pas une affiche de Jordan Bardella ici. T'imagines si tu viens, tu es dans une entreprise, je sais pas, moi, tu travailles chez la Poste ou ce que tu veux, tu rentres dans la Poste, il y a une publicité de Jordan. Non, c'est ton lieu de travail. Ouais. Et tu as le droit de dénoncer que ton lieu de travail serve pour faire la promotion pour un livre xénophobe. Donc, il était primordial pour moi. J'ai alerté par un tweet l'ensemble des fédérations syndicales. Fort heureusement, il y en a certaines, notamment la mienne, Sudrail, qui a répondu directement en fin de journée en faisant un communiqué, en interpellant. La CGT l'a fait et après la CFDT. Et c'est primordial parce que, derrière, on explique qu'il y a un article de la convention contractuelle avec ça qui interdit la promotion politique. Très sincèrement, ok, si ça leur permet de justifier de cette manière-là que derrière contractuellement ça ne respectait pas les choses,
s'il n'y avait rien qui avait été dit, je vous assure que l'argent serait rentré pour la publicité du livre de Bardella, et les affiches de Bardella, elles auraient été dans les gares. Et en dépit du règlement. Et même, j'ai dit moi dans une vidéo sur Instagram, même si ça fait un bad buzz pour Bardella, ça lui a donné un coup de projecteur. Et moi, je dis dans cette vidéo, j'ai aucun doute qu'il vendra ce livre. Même s'il faut l'offrir à Noël à chaque adhérent du Rassemblement national et dire, regardez, on a vendu des dizaines de milliers de livres, je m'en fous. Mais politiquement, pour quelqu'un qui prévoit d'être demain président de la République, qui a prévu il y a quelques mois d'être Premier ministre, de lui infliger une défaite comme ça, de lui dire « Mec, toi, tu crois que tu peux être Premier ministre, mais regarde déjà, rien que dans les gares, nous, on t'empêche. » Et ça montre lorsque les travailleuses et travailleurs, et notamment les syndicalistes, comme je te l'ai dit, ils se posent non pas uniquement non pas comme des syndicalistes corpos qui se préoccupent uniquement de leur boutique, mais qui se préoccupent politiquement de la situation et qui luttent contre l'extrême droite, et ben c'est comme ça en fait qu'on commence à arriver à toucher des passerelles et à convaincre les gens. Ça fait partie de mon ADN, je veux dire, de militant syndical, mais de militant révolutionnaire aussi. C'est pour ça qu'on va dans des manifs Palestine en tant que Sudrail. C'est pour ça qu'on va dans on a été à la marche pour la mort de Naël, parce qu'on considère que notre rôle, il est d'essayer d'unir l'ensemble de notre camp social sur ces questions-là. Justement, comment tu expliques le fait qu'il est quasiment interdit de critiquer Israël en France? Et est-ce que tu sens toi aussi cette peur que certains responsables politiques ont sur justement la critique du gouvernement israélien, par ailleurs même pas d'un pays? Bah, c'est clair et net que ça rend de plus en plus difficile la critique de l'État d'Israël, parce que lorsqu'il y a une instrumentalisation de la justice au service des intérêts politiques, c'est-à-dire que l'instrumentalisation typiquement de l'apologie au terrorisme, c'est une instrumentalisation du pouvoir judiciaire pour faire fermer les gueules des opposants au massacre et au génocide du peuple palestinien. Donc ça rend les choses beaucoup plus complexes. Lorsque tu as un Bruno Retailleau qui, dès que tu vas tweeter quelque chose, il te sort article 40, machin, il y a des gens qui prennent des peines de prison. Jean-Paul Delescaux, qui est le dirigeant de la CGT de l'UD du Nord, qui a pris 1 an de sursis. Il y a une militante il n'y a pas très longtemps qui, pareil, pour apologie du terrorisme, a pris 3 ans de prison. Je veux dire, il y a des choses concrètes. Le problème, c'est que il profite aussi de l'atonie et de l'absence totalement de coordination là-dessus. Moi, je l'ai dit, enfin, je ne peux pas faire plus. Moi, je suis pour constituer un bloc de résistance de l'ensemble des organisations politiques syndicales. Il devrait y avoir une marche immense. On devrait mettre 2 millions de personnes dans les rues de France pour la Palestine, contre la répression des militantes et des militants. Ça veut dire, pardon, c'est important, ça veut dire que même à gauche, pour toi, il y a encore une espèce d'atonie, on n'arrive pas vraiment à se calquer sur un discours, il n'y a rien. Mais je veux dire, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent leur protection parlementaire et leurs immunités, mais je veux dire, il faut penser à toutes celles et ceux qui se mobilisent au quotidien et qui on fracasse la porte à 6 h du matin dans le plus grand des silences. Des gosses qui ont été virés d'école et qui se font virer encore d'école. Des gosses à qui on a infligé des travaux d'intérêt généraux, etc. Parce qu'à un moment donné, ils ont une réflexion dans la classe, etc. Enfin, c'est tout ça qui est problématique. C'est-à-dire que c'est laisser cette peur-là et cette crainte de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être un opposant politique est profondément dangereux. Parce que quand tu commences à fermer ta gueule sur ça, tu vas commencer à fermer ta gueule sur bien d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Et tu commences à plus revendiquer parce que tu es dans t'es tellement acculé que tu te dis, bah moi déjà, je vais commencer à me taire, je vais commencer à me faire petit. Et c'est le début de la victoire pour eux. Parce que c'est ça ce qu'ils cherchent. C'est lorsque nous, avec Révolution Permanente, on est 5 camarades à être attaqués, on cherche à faire fermer la gueule à une organisation politique qui est jeune et qui mène judiciairement aussi. Ça veut dire quoi? Pour l'instant, on a une garde à vue et je ne dis pas plus, mais on fera des annonces prochainement dans la presse, etc. Parce que la cabale qu'on est en train de vivre est totalement scandaleuse.
Je veux dire, et on n'est pas différent des autres. Voilà. Pour nous, c'est pas nous seuls qui sommes attaqués. On fait partie de centaines et de centaines d'autres militants qui sont attaqués aujourd'hui avec quelque chose de différent. C'est que là, nous, on est une organisation politique et on vise les porte-paroles de ces organisations. Moi, j'ai déjà eu un procès pour avoir dénoncé une volonté d'un groupe fasciste d'attaquer une conférence au moment de la campagne présidentielle. Ça m'a coûté un procès et j'ai été condamné, on a fait appel. Mais pour dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un groupe fasciste tu as été dissous par Darmanin, c'est eux qui arrivent à te faire condamner alors que c'est toi qui est dans ton bon droit. Et c'est de la même manière, c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile, mais ça dit quelque chose parce que je ne veux pas partir sur une note où ce serait eux qui gagnent, etc. L'image d'Israël est totalement plus que fragilisée. Elle est en phase de destruction, cette image. C'est-à-dire qu'avant, Israël, encore jusqu'à récemment, les gens ils pensaient que c'était le pays des droits de l'homme, de la démocratie, des LGBT, etc. Les publicités sur les plages de Tel Aviv, voyager en Israël, etc. Je veux dire, aujourd'hui, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, d'accord, il n'y a pas besoin maintenant d'être juste un arabe ou juste d'être un musulman ou quoi que ce soit et d'avoir des proximités anticoloniales avec ça. Je veux dire, en Irlande, en Australie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, où tu veux, les gens dénoncent l'État d'Israël. Et c'est ça ce qui leur fait mal. C'est-à-dire que ce qu'ils n'arrivent pas à empêcher par les mobilisations de rue, parce que souvent, il y a des interdictions de manif, on change les parcours, on dit non, c'est pas une manif, là tu restes statique, etc. Il y a plein de trucs comme ça, des PV, etc. Malgré toutes les attaques qu'ils essayent de faire, malgré le bashing incroyable, où on parle même pas du génocide, où je veux dire, ces gens-là vont le payer plus tard, vont le payer politiquement, parce que on va s'en rappeler dans l'histoire. Pas dans les 2 prochains mois, dans 10, 15, 20, 30 ans, quand les futures générations, on leur parlera du massacre de dizaines et dizaines de milliers de personnes et dans lequel on verra quel a été le traitement médiatique qui est un traitement médiatique terrible. Et même les journalistes qui ont été tués par centaines à Gaza, qui n'ont même pas le droit au moindre soutien de la part des gens. C'est là où on voit que c'est des journalistes de pacotille, les Olivier Truchot, les Rutel Krief et compagnie, qui parlent de corporatisme et de soutien des journalistes, etc. Lorsque certains se font un petit peu bousculer dans des mobilisations, des choses comme ça, gilets jaunes, etc. On va dire, oh non, non, on touche à la liberté de la presse, mais quand tu as des centaines de journalistes à Gaza qui se font bombarder, je veux dire décapités dans leur voiture, il n'y a personne qui parle de ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il faut voir la situation autoritaire et de reflux, mais il faut voir aussi que vraiment, c'est parce qu'on avance, c'est parce que derrière l'impérialisme américain, français, etc. est en difficulté, l'État d'Israël est en difficulté et que je pense que la meilleure réponse à tout ça, à cette répression et à la possibilité de parler, c'est de continuer à s'organiser, se coordonner et manifester longuement et avec force parce que ce n'est pas que la Palestine qui se joue, c'est l'avenir des générations futures. Réaction très rapide en une phrase. Est-ce que 2025, et ce sera ma dernière question, cher Anas, est-ce que 2025 sera une année pour toi sociale? Je l'espère. J'espère que ça sera une année de lutte de classe. On en manque, on a besoin de ça. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Il faut voir la fragilité, comme je disais, du gouvernement. Après, il faut pas nier que, et c'est ça le problème des plans sociaux, d'accord, c'est que ça crée aussi beaucoup de peur et beaucoup de terreur. C'est-à-dire que quand les gens ils ont peur de perdre leur emploi, c'est-à-dire la déstructuration de leur foyer, de leur famille, de leur quotidien, des vacances des prochains mois, ça fait peur. Et ça paralyse, ça coupe souvent les jambes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il y a une colère, il faut la saluer. Il y a une colère chez Michelin, il y a des grèves dans différentes entreprises. Il va falloir accélérer, il va falloir les coordonner. Je pense que si on demande aux salariés de Michelin, est-ce que ça te dit de te coordonner avec Stellantis, avec Valeo, avec le cheminot, etc. Je ne pense pas qu'il dira non. Donc, c'est le rôle des directions syndicales. Ce n'est pas l'ouvrier en grève sur le piquet de Michelin qui va aller passer tous ces coups de fil-là. Mais lorsqu'on est des confédérations, qu'on a des organisations syndicales présentes dans toutes les entreprises, il faut cette coordination du mouvement ouvrier. Et je pense que tous ceux qui peuvent, il faut des caisses de grève. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a des patrons qui ont fait des milliards de bénéfices sur le dos des salariés qui peuvent attendre. Parce que derrière, je veux dire, les patrons, ils s'encouragent entre eux mutuellement. Lâche pas Valeo. Parce que si tu lâches, moi, Michelin, je vais devoir lâcher. Donc, il faut qu'on soit tous ensemble. Parce que s'il y en a un qui craque,
Les autres, Ouais. comment ils font? Donc, ils vont se soutenir entre eux. C'est pour ça qu'on est face à un bloc bourgeois coordonné. Et s'il n'y a pas de coordination du mouvement ouvrier, on est dans la merde. Donc voilà, j'espère que ça sera une année sociale, mais il ne faut pas être dupe de la difficulté et de l'impact psychologique et dans la lutte que ça coûte ça. Et c'est pour ça que les patrons ils font ça. Ils veulent terrifier et terroriser la classe ouvrière après 10 ans de lutte de classe ici en France. Et on te recevra à nouveau pour en parler. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. À vous. Ça va, j'ai pas combien de temps on a.